Allô Julien? Oui, Rudy. Bon bah bienvenue pour ton premier podcast Super Physique consacré à la nutrition. Merci, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter rapidement Julien. Donc Julien est tout d'abord membre de la team Super Physique et auteur du livre La nutrition de la force qui est paru cet été aux éditions de Thierry Soucard. C'est ça. Donc on va d'abord parler un peu du livre. Ouais. Que trouve-t-on dans ce livre La nutrition de la force alors? Ça c'est la première question alors. Voilà. Et ben donc c'est un guide de nutrition donc destiné à tous les sportifs qui ont besoin de force dans leur activité. Donc ça se limite pas à la musculation du coup. Donc, par exemple si vous faites des sports de combat ou de la boxe, arts martiaux, etc. C'est plutôt adapté. Dans le livre, vous pouvez trouver donc toutes les bases théoriques de la nutrition. Vous avez le sommaire qui est assez facilement trouvable sur Superphysique ou sur Amazon ou ailleurs, et qui vous expose un peu tout ce qu'il faut savoir pour commencer un peu à comprendre la nutrition et ne pas faire les erreurs classiques qu'on voit un peu partout sur Internet et ailleurs. Donc j'ai vu que dans le livre tu avais intégré une nouvelle notion entre guillemets, celle du typage nutritionnel. Oui, alors donc ça c'était pour répondre à la problématique des morphotypes. Parce que comme tu sais Rudy, il y a 3 morphotypes paraît-il, hein, on m'a dit ça. Il y avait ectomorphe, endomorphe et mésomorphe. Donc moi ce que j'ai voulu c'était faire comprendre que tout ça c'était du bidon, que ça reposait sur absolument rien de concret. Parce que c'est un psychologue américain qui a inventé ça. Un peu Rien à voir avec le physique quoi. Donc absolument rien à voir, non. Donc il n'y a que en musculation ou presque qu'on utilise cette idée saugrenue. Donc pour permettre aux gens d'avoir une nutrition personnalisée, il a fallu que je crée quelque chose pour arriver à ça. C'est ce que j'appelle le typage nutritionnel. Donc combien tu définis de typage? Tu peux en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors donc j'en définis 3. J'en ai fini le type N1, N2 et N3, puisqu'il y en a 3. Donc comme j'explique dans le livre, en fait, on aurait pu faire une infinité de typages, puisqu'il y a une infinité d'individus. Génétiquement parlant, on est tous plus ou moins différents les uns des autres. L'idée c'est simplement de tirer de tout ça une alimentation qui nous corresponde, qui soit plus adaptée à notre génétique. Donc le typage en fait, si j'ai bien compris, c'est par rapport à un nombre de répétitions par rapport à son maxi? Non, c'est pas tout à fait ça. Biologiquement parlant, le typage, c'est quelque chose qui dépend du type de fibre musculaire que l'on a plus ou moins en majorité dans les muscles. Et ça a une influence sur notre physiologie et la manière dont on utilise l'énergie qui vient des aliments. Donc si on a, parce que bon, si vous lisez un peu le livre, vous avez déjà quelques notions en physiologie, il y a différents types de fibres musculaires. Donc si on a une majorité de fibres de type 1 ou de type 2, c'est complètement différent. Ça répond à ta question. Ouais, mais en fait, ce que je sous-entendais, c'est comment on définit de quel type on est. Alors ça, dans le livre, vous avez un ensemble de critères. Donc en fait, c'est des critères qui justement reviennent à savoir si vous avez plus ou moins de fibre 2 ou de fibre 1. Donc les gens qui ont beaucoup de fibre 2, c'est généralement des gens qui ont naturellement une facilité à prendre de la force ou de la masse musculaire facilement. En général, quand ils étaient petits, ces gens-là, ils avaient déjà des capacités pour les sports explosifs. Par exemple, en sprint, ils étaient déjà naturellement doués. Alors que ceux qui étaient déjà plutôt naturellement doués en endurance, c'était ceux qui avaient plutôt des fibres 1, donc ils sont plutôt de type N1. Donc chaque typage nutritionnel amène à des recommandations spécifiques, Voilà. donc différentes des autres types. Bah c'est ça. Donc afin de personnaliser son alimentation et donc de mieux progresser. Voilà, parce que bon, c'est un peu, comment dire, si on veut une nutrition de pointe, soit on se prend comme coach, soit on essaye de se débrouiller tout seul. À ce moment-là, il faut quand même qu'on se connaisse un petit peu. Donc le typage, c'est quand même quelque chose de très important, parce que ça vous donne une orientation métabolique majeure, j'ai envie de dire. Donc la nutrition de la force, livre de Julien Vénesson, disponible donc sur Amazon, sur lanutrition.fr, et donc normalement dans les Fnac, Virgin, et un peu partout. Voilà. Sinon vous pouvez le commander facilement. Donc on va essayer de définir qui tu es, Julien. Qui je suis? Alors parce qu'on te voit avec une photo de chien sur les forums. Eh bien, je suis un chien, effectivement. Bah, j'ai vu ton avatar de nounours sur Skype. Donc première question, c'est comment
as-tu fait pour acquérir autant de connaissances et comment te remets-tu à jour sans cesse là-dessus? Ah bah c'est un ensemble de choses, hein. C'est un parcours professionnel et un parcours personnel. Donc d'une part, donc j'ai fait des études de médecine, hein, à l'origine, et puis ensuite j'ai un peu changé de voie dans le sens où j'ai un peu modifié ma manière de voir la santé. Et puis ensuite, une fois qu'on a de bonnes bases, après avec tout ce qui est publication périodiques médicaux, on peut rapidement acquérir une bonne dose de connaissances. Si en plus on est confronté, moi dans mon cas à des sportifs ou à des personnes dans le milieu, voilà, des personnes malades par exemple, on se fait rapidement une petite expérience. Et quel périodique tu as des livres à conseiller là-dessus pour essayer d'apprendre plus? Des livres, euh, des livres de médecine, tu veux dire, puisque j'ai Ouais, par posé exemple. la question. Alors bon, ça m'a semblé un peu saugrenu comme question parce que je vois mal quelqu'un qui a pas quand même, comment dire, quelques bases scientifiques pour aller lire des cours de médecine. Bon, néanmoins, c'est toujours possible. Si on veut absolument acheter des livres, ce qui est quand même des livres qui coûtent cher en général, le mieux, si on est à Paris, c'est d'aller à la librairie Vigo Malouane, hein, qui se trouve au métro Odéon, c'est à côté de la fac de médecine. Donc là, vous avez un grand choix de livres. Alors là, vous pourrez trouver tout ce que vous voulez, toutes les spécialités. Donc il suffit de regarder un petit peu ce qui vous intéresse. Je sais pas. T'as pas des titres à conseiller Non, particulièrement? j'ai pas de titre particulier. Je pense que à moins qu'on soit dans les études déjà, je pense pas que ça soit l'idée la plus intelligente. J'ai vu que sur Internet, il y avait des sites maintenant où on trouvait des cours de médecine. Donc je suis allé voir un petit peu. Donc j'en ai trouvé deux qui sont assez complémentaires et qui sont gratuits. Vous pouvez quand même lire des bases au moins là-dessus. Ça vous coûtera 0 €. Donc c'est quand même intéressant. Il y en a un, c'est Medix, www.medix.free.fr. Donc là-dessus, vous avez aussi toute une base de cours triée par domaine. Hein, donc je sais pas moi, psychiatrie, dentaire, gastrologie, endocrinologie. Psychiatrie, quand c'est que c'était venu en premier? Les gens qui font de la muscu sont-ils fous? Non, pas non, mais bon, c'est vu devant moi. Bon, c'est pas du niveau non plus bac plus 8, mais c'est déjà bien pour commencer. Et l'autre que j'ai vu qui est pas mal, c'est www.cours-medecine.info. Et là, c'est pas mal aussi. Il y a des petites choses pas trop mal faites, de physiologie notamment, biochimie. Donc suffisant pour avoir les bases nécessaires à la lecture d'ouvrages plus compliqués? Non, je pense pas. Je pense qu'après, si on se met à lire des périodiques de recherche, on est quand même obligé de, comment dire, il faut être un peu autodidacte quand même, parce qu'il y a des choses qui sont pas dans les cours, parce que c'est de la recherche. Donc après, on peut contacter les chercheurs, essayer d'avoir des informations, et puis bon, après discuter avec d'autres gens pour essayer de comprendre ce qu'on ne comprend pas, quoi. Voilà. Donc la question suivante te concerne encore. Quel est ton travail actuel? Alors mon travail actuel, j'ai plusieurs travail actuel. Donc toujours journaliste, comme tu sais, et écrivain aussi. Donc je suis également consultant, donc c'est-à-dire que je conseille les gens, donc des sportifs mais pas forcément, en nutrition, des professionnels de santé aussi, pour ce qui est des problèmes divers et variés. Donc tu fais ça en direct, par internet? Non, T'as un cabinet? non, pour ce qui concerne avec les particuliers, c'est par internet, mais sinon c'est des gens que je vois de visu, hein. Donc des médecins ou des choses comme ça de visu. Sinon, j'ai aussi des petites activités à côté, hein. Actuellement, je suis un peu conseiller scientifique, mais j'aurai l'occasion d'en reparler un peu plus loin dans le podcast. Conseiller scientifique. Oui, je travaille pour quelqu'un, et c'est quelque chose d'intéressant. Je vais raconter ça un petit peu plus tout à l'heure. Je crois que tu as une question qui est en rapport. Ah, je sais pas, tu m'as pas dit, alors on va bien voir. On verra. Donc, voilà, on va attaquer les questions maintenant. Donc, ouais. quel est ton avis sur les grosses prises de masse? Donc, comme par exemple, fait Cyril actuellement ou a fait Patrice auparavant? Écoute, question épineuse, hein.
Moi, je pense que c'est quelque chose qui est... pour moi, la prise de masse, comme j'explique d'ailleurs dans le livre, pour moi, la prise de masse, c'est un outil. C'est-à-dire, arriver à un certain niveau où la progression devient lente et difficile. En particulier, c'est peut-être plus adapté à la force d'ailleurs qu'au bodybuilding proprement dit. On peut avoir envie de booster un peu sa progression sans utiliser de produits dopants. Et la prise de masse, quand on a un niveau déjà qui est assez sérieux, c'est un outil très efficace et très utile. Donc moi, les prises de masse comme font Yann, Cyril ou Patrice par exemple, je trouve ça très bien, c'est très bien fait en général. C'est dans une démarche raisonnée et puis c'est bien tenu. Après, c'est vrai que il faut quand même pas faire n'importe quoi parce qu'on peut au final se retrouver à perdre plus de masse musculaire qu'on en a gagné. Mais est-ce que prendre par exemple 20 kilos et pour en perdre 18, c'est... Tu conseilles? Ça fait 2 kilos. Rudy, si toi-même je t'offrais 2 kilos dans les mois à venir, je pense que tu dirais oui. Si c'est du muscle. Ouais, bah je sais pas, parce que là je donne un exemple, mais je suis même pas sûr qu'il reste 2 kilos en fait. Alors, disons 1,5. Parce que... Ça te permet aussi de gagner en force, ça te permet aussi de... Non, moi je trouve que c'est quelque chose qui est bien, mais c'est pas forcément quelque chose qui est obligatoire. Mais par exemple, on sait que quand on prend beaucoup de gras, après t'as des cellules graisseuses qui sont pratiquement indestructibles, qui restent, et donc qui font que t'es plus sensible, après au moindre écart, pour reprendre du gras, quoi. Oui, donc c'est les adipocytes, les cellules graisseuses, pour ceux qui nous suivent. Par contre, le fait... Non, mais t'as raison, ça c'est tout à fait vrai. C'est d'ailleurs pour ça que, on essaye, faut pas non plus, ça doit pas devenir une orgie. On n'est pas en train de faire du sumo. La prise de masse, ça consiste à manger plus que ses besoins, mais de manière un petit peu plus qu'une prise de muscle classique progressive. Mais il faut pas non plus que ça tombe dans l'excès. Alors effectivement, ce problème dont tu parles, il est là, il est inhérent à la technique. Et donc, c'est peut-être à éviter plutôt pour les gens qui ont été obèses, par exemple, dans leur passé. Ah, c'est sûr que là, pour eux... Parce que ça, c'est pas bon. Ils vont faire du gras, ils vont pas spécialement faire beaucoup plus de muscles. Mais si vous êtes quelqu'un qui avait jamais eu de problème de surpoids, par exemple, et que au bout de quelques années de musculation, vous avez vraiment du mal à passer un cap, alors que votre entraînement il est bon, ça peut être une technique intéressante. Voilà. Donc, deuxième question. Vas-y. Donc là, c'est des questions sur les idées reçues, un peu, j'aime bien ce genre de questions. Ouais. Donc, par exemple, ne faut-il jamais combiner protéines et glucides dans un même repas? Parce que tu sais, il y a des histoires de digestion, comme quoi les protéines, acides, l'autre basique. Ouais. Donc, est-ce que c'est une réalité ou une grosse connerie? Bah ça c'est un bon truc à aller voir sur les sites de médecine que j'ai donné tout à l'heure. Parce qu'ils en parlent en fait, ils expliquent un petit peu, enfin si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai pas non plus lu, j'ai lu en diagonale, ils parlent un petit peu de ça. Il faut quand même un peu lire la physiologie de la digestion, pardon, pour se rendre compte que c'est bien sûr un ramassis d'âneries, faut le dire clairement. Donc il n'y a pas d'utilité à séparer les protéines des glucides en termes d'assimilation, ça c'est quelque chose qui est tout à fait faux. Parce que dans notre corps, ça se passe pas au même moment. C'est dans l'estomac qu'il y a l'acidité. Ensuite, l'acidité est tamponnée par des bases. Et ensuite, il y a la digestion des glucides. Donc tout ça est tout à fait prévu pour se faire en même temps. Il n'y a aucun souci. Et fort heureusement, sinon je pense qu'on serait mort depuis bien longtemps dans la savane. Quand au paléolithique ou ailleurs. En gros, on peut dire que ceux qui nous baratinent là-dessus sont de gros incompétents, quoi. Oui, on peut le dire. On pourrait le dire. Tu restes mesuré, tu veux pas balancer. C'est ça, il faut rester poli, disons, comme j'ai dit hier. Ah non, mais là, a priori, ça a l'air d'être un truc tout simple qu'on retrouve dans le début des cours de médecine, que les mecs nous baratinent qu'il faut pas mélanger les deux, n'ont même pas la base des cours de médecine, en fait. Non, oui, c'est ça, ouais. Bah, donc c'est des charlots, quoi. Oui, c'est des charlots. Si tu veux, on peut le dire, oui. Bah, c'est un petit peu comme les gens qui se qualifient, par exemple, je sais pas moi, naturopathe, nutri, truc, etc. Donc j'ai des gens qui ont aucune compétence, qui ont simplement lu un petit peu des sites sur Internet et qui s'approprient ce qu'ils lisent. Donc sur Internet, on sait très bien qu'on lit beaucoup plus d'âneries que de choses intéressantes. Sinon le monde serait maintenant fourmillerait de génie. Donc encore une petite idée reçue. Oui. Les compléments alimentaires, vitamines ou autres, ne sont-ils pas inutiles si on a une diète variée et équilibrée? Et je rajouterais même, peut-on se passer des fruits et des légumes dans une diète équilibrée?
Bah écoute, j'aimerais bien, enfin, ne pas me passer des fruits et des légumes, mais j'aimerais bien me passer des compléments alimentaires si c'était possible. Après, toute une question de choix. Je pense que ceux qui ont l'habitude de me lire savent bien que pour moi, j'ai une certaine vision du sport et de la santé. Donc, bon, je pense que c'est important de rester en santé. D'ailleurs, ne serait-ce que pour continuer à faire du sport le plus longtemps possible. On n'est pas obligé d'adhérer à ce principe. Hein. On peut aller manger au McDo et réussir très bien au moins les 10 premières années de sa vie. Pour la suite, je ne sais pas. Et en ce qui concerne malheureusement donc les nutriments, on a des analyses de population. Bon, bah, il y a eu Suvimax en France qui est très connu, mais il y en a eu d'autres aussi aux États-Unis qui montrent que malheureusement notre alimentation ne nous permet pas, de manière générale, d'atteindre les apports journaliers recommandés pour certains nutriments. Et en plus, les apports journaliers recommandés, voilà. Faut le dire, c'est ridicule en plus. Exactement. Alors c'est ça qui est en plus qui est encore plus drôle, c'est qu'effectivement, les apports journaliers recommandés sont parfois eux-mêmes contestés par les chercheurs, ou même pas forcément par les chercheurs. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a un petit problème. Donc on a l'exemple tout simple, par exemple, de la vitamine D, dont tu étais le fervent défenseur. Oui, bah c'est le plus simple, et aussi parce que c'est le plus flagrant, puisque bon, en France, on a des études qui montrent que le déficit en vitamine D en hiver atteint 79 à 80% de la population, ce qui quand même est colossal. Malgré une diète équilibrée et variée. Malgré une diète équilibrée et variée, tout à fait. Mais justement, ce terme varié et équilibré, c'est pas une connerie, justement? Bah, si, c'est une connerie. Enfin, ce qui n'est pas une connerie, c'est équilibré. Ce qui est une connerie, c'est varié, puisque on nous fait croire que manger varié, c'est synonyme d'équilibre. Oui, mais si je mange un peu de poison tous les jours, différent, c'est mieux, non? Un peu de poison différent? Bah, genre, je prends du thon au mercure, ah oui. Puis le lendemain, je prends de la viande OGM. Oui, alors c'est vrai que finalement, dans le sens des polluants, ce que tu dis, c'est plutôt intelligent. Effectivement, on évite son exposition à toujours le même produit, donc on peut en éliminer un pendant qu'on en accumule un autre. C'est une stratégie, c'est peut-être la stratégie de ceux qui nous gouvernent, hein, a priori, pour éviter les intoxications, plutôt que d'aller contrôler les choses à la source. C'est possible. Mais bon, c'est pas vraiment comme ça que je vois les choses, mais bon, ce qu'il y a, c'est que des fruits et des légumes, il y en a énormément, par exemple, pour prendre cet exemple-là. Donc, si on en trouve un qui contient, je sais pas moi, 50% de nos besoins et un autre qui contient 50% complémentaire, il n'y a aucun problème à manger uniquement ces deux légumes-là. Donc, on n'est pas obligé de manger 5 fruits et légumes par jour, contrairement à ce que nous rabâche la télé, pour être en pleine santé. Ce qui compte, c'est plus la densité nutritionnelle de ce qu'on mange, plutôt que le nombre. On n'est plus des enfants. Donc, mais bon, c'est un message qui est là pour permettre d'être compris par tout le monde, même par les plus imbéciles. Je crois qu'on doit vraiment prendre les Français pour des abrutis. Donc, une dernière question sur les idées reçues. Sauter le petit-déj est-il si nocif? Que veulent nous faire croire les nutritionnistes? Alors, j'ai pas répondu quand même à la question du jeune homme là, qui demandait est-ce qu'on peut se passer de fruits et légumes. Je reviens quand même. Donc, pour être en bonne santé, pour survivre, alors oui, probablement que on peut, enfin peut-être pas. Si avec les céréales, on doit pouvoir se passer des fruits et légumes. Par contre, bon, si on veut maintenir une bonne santé, se protéger quand même des maladies cardiovasculaires, un petit peu du cancer, etc. Non, on peut pas s'acheter des fruits et légumes. Alors c'est pas qu'une question de vitamines et de minéraux, il y a aussi des composés dans les végétaux qui sont protecteurs et intéressants. Donc il y a par exemple les polyphénols, des choses comme ça. Donc non, on peut pas s'en passer. Ouais, mais là ce que tu dis, faut rajouter que faut consommer des fruits et des légumes bio. C'est ton avis ou c'est une question? Bah c'est mon avis, mais c'est aussi ton avis, je pense. Eh ben oui, parce que si tu bouffes des tomates qu'on pousse je sais pas où, qu'on fait je sais pas 2 semaines de trajet, bah je suis d'accord, mais ça sert à rien de les manger quoi. Maintenant malheureusement le bio aussi c'est quelque chose qui le bio aussi c'est quelque chose qui vient de loin. Hein. Si tu vas dans un magasin bio, maintenant des fois bien souvent on voit des produits qui viennent d'Italie, ils viennent d'Espagne, etc. Bon bah il y a des questions de saisonnalité et puis bon bah c'est la mondialisation donc finalement c'est pas forcément génial. En termes de santé, oui, je conseillerais plutôt le bio. En termes de porte-monnaie, non, je conseillerais pas le bio. Ouais, mais comme on sait que tout ce qui est pas bio, c'est bourré de pesticides, par exemple, je sais pas si c'est bon pour vivre longtemps, quoi.
ce qui est certain, c'est que c'est toujours mieux de manger des fruits et légumes avec pesticides que de pas de fruits et légumes du tout. Déjà, ça c'est un premier constat. Et ensuite, si on a les moyens financiers, oui, c'est bien de se tourner vers le bio. C'est une bonne alternative. Il y a aussi d'autres labels que le bio, qu'on peut, par exemple, même sans être bio, des fois, si vous habitez un peu en campagne, vous pouvez aller chez un paysan du coin qui pourra vous revendre ses végétaux, à condition qu'évidemment lui cultive bien. C'est des choses qui sont intéressantes. il met pas du tout d'engrais. Voilà, s'il met pas trop de saloperies, ça peut être bien. Mais sinon, oui, c'est un problème. Moi, je pense que le bio est amené à se développer, donc à coûter moins cher. Moi, je pense que le prix est quand même un gros problème. Déjà qu'actuellement, dans ce qui n'est pas bio, il y a une marge phénoménale qui puise de l'argent chez le consommateur pour les grands distributeurs. Ça, c'est pas vraiment normal. Et bon, alors pour le bio, c'est pas les grands distributeurs qui prennent, c'est les petits distributeurs, mais c'est pareil, il y a un problème. Donc, on va aborder la question du petit-déj alors. Oui, Tu t'en souviens ou tu veux que je te la redise? redis-la moi, parce que j'ai une mémoire d'éléphant. Donc, sauter le petit-déj est-il si nocif que veulent nous le faire croire les nutritionnistes? Je crois que c'était pas en rapport avec mon livre également qu'on me demandait, parce que je disais de prendre un petit déjeuner dans le livre. Ça n'a pas été cité avec autre chose, donc c'était Oui. avec les idées reçues du dessus en fait. Oui, ok, d'accord. Donc est-ce qu'il faut prendre un petit déjeuner? Je dirais qu'en soi la question n'a pas grand sens, pas grande logique. C'est un petit peu comme si, je sais pas, est-ce qu'il faut prendre un goûter? Tout dépend dans quelle optique déjà on pose la question. Si c'est une optique de progression en musculation, moi quelqu'un qui fait l'intermittent fasting va pas prendre un petit déjeuner a priori, ça me semble pas vraiment logique. En ce qui concerne la santé elle-même, prendre un petit déjeuner, c'est pas quelque chose non plus qui est obligatoire. Donc après en ce qui concerne la prise de masse musculaire, moi je conseille plutôt de prendre un petit déjeuner. C'est mieux pour répartir ses calories dans la journée, quoi. Exactement, oui, c'est plus ce que je conseille. Justement, tu parlais du jeûne intermittent, là, qu'est-ce que t'en penses? C'est la question piège, puisque tout le monde me pose la question depuis. Ah oui, nous on posé à Michael, on l'a posé. Toi, qu'est-ce que t'en penses du jeûne intermittent? C'est une méthode révolutionnaire. Déjà, oui. Déjà, s'il faut remettre en contexte quand même, c'est que le jeûne intermittent à la base, c'est quelque chose, si mes souvenirs sont bons, c'est assez ancien. Puis ça a été mis en place pour dans les cadres d'un régime, pour sécher. Enfin, pour s'amincir. Donc il y a plusieurs intérêts à cette pratique. La première, c'est que si on a du mal à manger de petites quantités, le fait de faire un gros repas, comme tu disais une fois, c'est sûr que ça cale. Si tu t'enfiles 2000 calories d'un seul coup, tu calmes un peu ta faim sur le moment. Après, en ce qui concerne l'efficacité, en termes de gain de masse, de conservation de la masse musculaire, et en termes de gain de masse musculaire, puisqu'il y en a qui font même ça en prise de masse maintenant, c'est une aberration totale, il faut le dire. Je veux dire, il n'y a absolument rien au niveau scientifique qui va positivement dans le sens de ce régime. Alors, c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans mon livre. Dans mon livre, je ne parle que d'une méthode, finalement, de nutrition, enfin, la méthode celle qui marche. Voilà, exactement, celle qui marche, et surtout, c'est pas la seule qui marche, c'est celle qui marche le mieux. Donc j'aurais pu parler des centaines de milliards de méthodes qui existent en nutrition, parce que la nutrition, comme on sait, c'est hyper marketing, mais pour expliquer à chaque fois que c'est de la merde. Donc non, moi je me suis concentré sur quelque chose de concret, comme je le fais régulièrement. Enfin, j'essaye. Donc le jeûne intermittent aux oubliettes, quoi. Donc le jeûne intermittent, ou pas forcément aux oubliettes, mais disons que voilà, c'est plus adapté. Par exemple, ça peut être quelque chose qu'on peut faire pendant le ramadan. Ça peut avoir une certaine cohérence, puisque pendant le ramadan, on doit pas manger beaucoup. Même si sur le plan religieux, ça me semble un peu bizarre, mais je vois pas d'avantage particulier. Bon, je pense que c'est quand même une mode et que ça va passer dans quelques temps, comme d'autres modes sont déjà passées. On en revient toujours à ce qui marche. Bon comme ça on est calé sur le jeûne intermittent, on n'a peut-être plus nous poser de questions là-dessus. Ouais. T'as jamais essayé, Rudy, le jeûne intermittent? Non, parce que vu que je mange pratiquement 4000 calories par jour, je pense que de faire un repas de 3000 calories, je crois qu'après, en fait, ma journée est foutue, quoi. Là, tu peux, directement au-dessus des toilettes, ton repas. C'est comme quand on fait des repas du forum et qu'on bouffe comme des gorées. Ouais. Après, tu te vides, donc...
J'en pense Voilà. pas du bien du tout. Donc, et maintenant, que penses-tu de la diète paléo? Donc c'est la mode des crossfitters, donc des Ah, pratiquants du crossfit. non, je savais pas qu'ils faisaient la diète paléo, les Bah si, bah justement, ils lancent... on a pas de nous bassiner avec ça, on a vu un justement là qui buvait, je sais pas quoi, je sais pas s'il y a il bouffait pas mal de beurre de cacahuète, je sais plus quoi, à la cuillère. Ouais. Donc qu'est-ce que tu dire la diète paléo pour Ah, je sais pas, moi j'ai regardé un peu la nutrition paléolithique, j'ai pas vu le beurre de cacahuète, ils avaient pas ça, hein, il y avait pas les supermarchés, il y avait peut-être les cacahuètes mais pas le beurre. Donc si on mange peut-être cacahuète par cacahuète, ça va, c'est paléo, mais beurre de cacahuète, non. Non, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que la diète paléo, bon, c'est une diète qui est faible en glucides, qui est riche en protéines, qui est assez élevé, plus ou moins élevé selon la manière dont on le fait en lipides. Donc ça rejoint un petit peu d'une certaine manière ce que je préconise parfois pour le type N3 dans le livre, donc plutôt les gens qui ont beaucoup de fibre 2. Donc effectivement, c'est plutôt logique que ça marche pour ces gens-là, et d'ailleurs la diète paléo ne marche pas du tout pour certaines personnes. Ce qui est logique aussi, tous ceux qui sont de type N1 n'ont aucune chance de faire de la masse musculaire avec une diète comme ça, ou alors pas grand-chose. Donc justement, pour revenir sur les personnes N3, donc, en fait, ces personnes-là ont plus de fibres rapides et donc sont moins adaptées à la consommation de glucides. C'est ça, ouais. Donc c'est pour ça que quand elles mangent, elles sont pas en fait au courant de leur typage et qu'elles mangent comme comme tout le monde, comme beaucoup de glucides et compagnie, elles sont vite obèses. Exactement. Mais c'est pas tant qu'elles sont pas adaptées à l'utilisation des glucides, hein, au contraire. Elles utilisent bien les glucides, ces personnes-là, mais il faut que ça soit savamment dosé. Dès que ça dépasse un petit peu de ce qui est nécessaire, à ce moment-là, c'est très rapidement converti sous forme de graisse. Il y a un stockage qui se fait plus vite. Donc la diète paléo là, c'est pas la panacée qu'on essaye de nous vendre avec le CrossFit. Ben non, mais peut-être qu'avavec des hormones, ça marche mieux. Ça, il faut... Justement, il y avait une, c'était pas paléo, mais c'était la diète de je sais plus qui là. À l'époque, dans les années 90, un mec qui, dans le body, qui disait au mec de la WBF de bouffer que, plus du tout de glucides, que des protéines et des lipides. Je sais pas si tu te souviens. Mais en prise de masse ou en sèche? Bah, pour les deux. Pour les deux. Le mec, il disait que ça. Bah, justement, c'était, de dire que ça augmentait vachement les hormones anabolisantes, de pas bouffer de glucides. Ouais. Et de se concentrer donc sur les lipides et les protes. Et les mecs, justement, personne n'avait tenu, quoi. Tous les mecs étaient, amorphes, quoi. Ils pouvaient plus, ils avaient du mal à s'entraîner et tout, bah, comme ils avaient plus de glucides, en fait. Oui, alors ça c'est intéressant parce qu'en plus je sais que tout à l'heure on va parler un peu du sommeil, si on a le temps j'espère. Il y a un espèce de double effet quand on est sur une diète paléo ou quand on est en sèche en ce qui concerne justement la force et cette sensation anabolisante entre guillemets et puis la fatigue. C'est assez intéressant. C'est-à-dire que peut-être tu as déjà remarqué, Rudy, quand tu fais une sèche, des fois tu es plus énervé que de coutume. Ouais, t'es plus énervé, ouais, c'est vrai. Et de fait, tu peux avoir des performances qui sont correctes à l'entraînement. Sauf au coucher. Sauf au coucher. Mais en général, ça dure pas, cette sensation-là, et puis après, t'es complètement léthargique. Mais c'est vrai que pendant un moment, c'est vrai que t'es nerveux et tu sens que t'as la pêche, quoi. T'es peut-être même plus en forme, quoi. Tu te sens plus en forme. Voilà. Et des fois, trop bouffé, c'est vrai que ça te rend mou, quoi. Ça, c'est pas un mécanisme, c'est pas un mécanisme hormonal. C'est pas parce que on se met à bouffer, on arrête de bouffer, donc normalement, ça devrait pas. Je veux dire, au niveau des réserves énergétiques, elles sont basses. Ça, c'est un mécanisme psychologique. Ou psychiatrique, puisque t'aimes bien le mot. Donc, j'en parlerai tout à l'heure pour expliquer. Hein, Si tu veux. vas-y. Donc, question suivante. Ah voilà, la fenêtre anabolique. Donc pendant longtemps, on nous a pris la tête avec la fenêtre anabolique, c'est-à-dire qu'il fallait vite manger après l'entraînement. On a même qui couraient prendre leur prot. Non mais rigole pas. Je ne dirais pas le membre de la team qui faisait ça. Ah. Mais il y en a un qui courait après l'entraînement. Il s'appelait Rudy, non ou... Non, il s'appelait pas Rudy. Mais je dirais pas qui c'est. Il courait après l'entraînement pour aller prendre sa prot. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est déjà la fenêtre anabolique? Alors la fenêtre anabolique, c'est un concept, bizarrement, c'est encore un concept de la musculation, comme quoi on en invente des choses, on est très prolifique dans ce domaine. La fenêtre anabolique, donc c'est censé être le moment après l'entraînement où on est dans un état extrême de catabolisme. Et alors tout ce qu'on va manger d'un seul coup, ça va être la bombe atomique et on va devenir énorme. Donc on est censé manger comme des gorées le plus vite possible après l'entraînement, les protéines, les glucides, tout ce qu'il faut,
pour surcompenser et pour progresser après l'entraînement. Bon, alors donc, pour faire simple, le mieux c'est quand même de revenir toujours, comme j'aime bien, à la physiologie, donc regarder les choses un peu de manière neutre et sur un temps pas trop court. Donc oui, il y a effectivement un catabolisme pendant l'entraînement, puisque on détruit un petit peu nos fibres musculaires sous l'effet de l'entraînement, mais cet effet, il commence déjà pendant l'entraînement. Ça veut dire que pendant l'entraînement déjà, si vous mangez pendant votre entraînement, vous êtes déjà en train de profiter de profiter de cette entre guillemets fenêtre. Mais qu'est-ce qu'on doit manger là pendant l'entraînement alors? Pendant l'entraînement déjà, la priorité c'est de prendre des glucides, si c'est possible. Déjà c'est intéressant parce que c'est le moins cher, c'est le plus simple à faire. Donc par exemple la maltodextrine, c'est la chose la plus commune et la mieux supportée, la moins chère, et sans danger particulier. Donc de la maltodextrine diluée dans de l'eau, et puis vous buvez ça déjà pendant l'entraînement. Ça a quand même un gros effet. On en a un petit peu parlé sur le forum, mais par exemple ça empêche l'élévation du cortisol, qui est une hormone fortement catabolisante. Et puis a posteriori, après ça va améliorer la récupération des muscles au niveau de la cellule. Disons que les petits médiateurs inflammatoires qui vont vous réparer vont être un petit peu plus précis si vous avez pris des glucides que si vous ne l'aviez pas fait. Donc vous allez récupérer un petit peu plus vite et vous allez récupérer mieux. Donc à long terme, tout ça, ça correspond à des gains de masse musculaire. Donc la fenêtre anabolique, oui, entre guillemets, c'est une réalité puisqu'elle est liée entre guillemets à l'entraînement, mais elle commence pas après l'entraînement, elle commence avant. Alors on peut aussi mettre des protéines pendant l'entraînement, plutôt sous la forme d'un hydrolysat. Et après l'entraînement, donc oui, effectivement, on va manger. Alors on n'est pas à la minute près, surtout si on a pris quelque chose pendant. Et ce processus, entre guillemets, de fenêtre anabolique, c'est pas quelque chose qui dure 1 heure, c'est quelque chose qui est long. Par exemple, refaire les réserves énergétiques, ça prend environ 24 heures. Donc c'est important, une bonne nutrition, au moins pendant les 24-48 heures qui suivent, ça contribue à la récupération. Et donc c'est du pipeau de dire que ça dure 1 heure et pendant ce temps-là pour se goinfrer quoi. Oui, ça c'est du pipeau. Et on dit aussi qu'on est plus sensible pendant cette phase, et donc t'as pas mal de mecs qui disaient à l'époque de prendre plus de protéines après l'entraînement qu'aux autres périodes de la journée. C'est-à-dire qu'à l'époque, eux, ils n'avaient pas de nutrition de l'entraînement. Ils n'avaient pas compris qu'il fallait manger avant, ils n'avaient pas compris qu'il fallait manger pendant. Alors effectivement, dans ces conditions-là, ça devient une urgence. Il faut se dépêcher, sinon on va crever. Tu comprends? Non mais, ouais, c'est absolument ça. Donc c'est un peu comme un boulimique qui d'un seul coup, il faut qu'il prenne sa dose. Donc oui, dans ce cadre-là, oui, c'était une urgence. Bon, maintenant, non. Est-ce qu'on est plus sensible justement, au cours de cette fenêtre anabolique, donc qui dure avant, pendant, après, à l'assimilation des nutriments, ou en fait c'est vraiment sur la journée, sur la durée? Alors à l'assimilation des nutriments, le moment où on est plus sensible, c'est pendant l'entraînement. C'est pas après. C'est vraiment pendant l'entraînement. D'ailleurs, si vous prenez des glucides, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'en prendre, si d'un seul coup vous mettez à en prendre, vous allez voir que vous allez gonfler comme un ballon. C'est pas pour rien. Et ensuite, après l'entraînement, oui, il y a quand même, ça dure un petit peu. Il y a quand même, on capte un peu plus facilement les glucides et les protéines. Bon, c'est plus modéré, mais ça existe. Ouais. Et donc j'en profite pour une question là, qui a débat à chaque fois. Donc oui. C'est que si on nous a habitués aussi pendant des années à prendre des glucides après l'entraînement directement avec sa whey à fond et tout, parce qu'on n'en prenait pas pendant. Mais si on prend des glucides pendant, est-ce qu'après on se fait un shaker de whey et on se rajoute encore une grosse dose de glucides à un index glycémique haut? Alors pour répondre concrètement, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la quantité de glucides qu'on prend pendant l'entraînement ne peut pas compenser les pertes liées à l'entraînement, à moins que vous vous entraîniez comme un grand-père. Si vous entraînez normalement, les glucides que vous allez prendre, ça sera une quantité quand même assez faible comparativement à tout ce que vous allez dépenser en énergie pendant le training. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que théoriquement, oui, il faudrait prendre juste après l'entraînement des glucides. Donc on reprend des glucides alors qu'on en a pris pendant. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est avoir du muscle et pas trop de gras, si possible. Après l'entraînement, si on se met à prendre d'un seul coup, parce que pendant l'entraînement, on boit par gorgée, donc on prend pas d'un seul coup beaucoup de glucides, mais si après l'entraînement, on prend d'un seul coup beaucoup de glucides, irrémédiablement, les muscles ne pourront pas tout absorber d'un seul coup, et on va absolument fabriquer de la graisse, parce qu'on va convertir ces glucides en graisse. Donc ça n'est pas une bonne stratégie. Il y a une stratégie qui est meilleure, qui consiste à prendre une dose de protéines suffisante pour maximiser la synthèse protéique, et on arrive exactement au même résultat
et on prend par la suite des glucides à index glycémique lent. Car comme j'ai dit tout à l'heure, cette captation des nutriments, elle dure pendant au moins 24 heures. Donc on n'est pas pressé. On prend des glucides lents pour ce qui suit. Et donc après l'entraînement, est-ce qu'on se contente de prendre juste de la prot et de manger un peu après? Alors oui, il y a plusieurs Parce que solutions. justement dans ton livre La nutrition de la force, tu distingues deux approches. Ouais. Donc qui est celle de soit on prend des protes rapidement après l'entraînement, donc ouais, et on mange 1 heure après, 1 heure et demie après. Ou alors on mange tout de suite après son gros repas. Voilà. Donc C'est il une approche. y en a une mieux que l'autre ou? Moi personnellement, je dois dire que j'aime bien la vraie nourriture personnellement. Donc je suis plutôt favorable à l'option sans poudre. Mais je pense que l'option avec poudre est peut-être très très légèrement supérieure. Néanmoins, il n'y a pas eu d'études concrètes pour en parler de ça précisément. Par contre, ce qui est vrai, c'est que vous aurez dans les deux cas d'excellents résultats. Donc il n'y a pas de nécessité. On a tellement vanté les produits de protéines en poudre comme des espèces de choses miraculeuses qu'on en a oublié que la nature est bien faite. Elle nous a mis à disposition de la viande, du poisson, c'est aussi très anabolisant. Si on mange un vrai repas après son entraînement, c'est pas 2 heures plus tard bien sûr, c'est très très bien, vous allez voir que vous récupérez très bien aussi. Il faut qu'il y ait quand même une quantité de protéines suffisante, mais sinon c'est une très très bonne approche. Donc y a-t-il donc là on a parlé un peu des suppléments pendant l'entraînement, après l'entraînement. Donc, quels sont les suppléments en gros de musculation qui se combinent bien? Donc, on va dire que tu recommandes dans l'optique d'une prise de muscle, une prise de force. La question était un peu abstraite, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Des suppléments qui se combinent bien. Donc, c'est toujours assez abstrait. Hein. Qui c'est qui a posé cette question? Bah, j'ai pas noté le nom. Mais... Bon, les suppléments qui se combinent bien pendant une prise de masse. Déjà, ce qui est important en termes de suppléments, c'est quand même tout ce qui tourne autour de la nutrition de l'entraînement. Parce qu'à ce moment-là, on peut pas prendre je me vois pas trop manger personnellement mon riz pilaf avec du poulet pendant l'entraînement, à moins d'avoir envie de vomir sous le coucher. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, on prend plutôt les choses en poudre, hein, ça se digère vraiment bien. On n'est pas embêté, on peut souffler comme un malade. Donc de la maltodextrine parce que c'est pas cher. Bon après pour les pros, on peut prendre du Vitargo qui est pas mal aussi. Qui est un peu plus cher. Qui est un peu plus cher. Il y a le Waxy aussi dont on entend beaucoup parler, à base d'amidon de maïs. C'est une option valable. Ensuite, le PeptoPro, c'est quand même un très très bon produit. Hein. C'est un hydrolysa qu'on peut prendre pendant l'entraînement. C'est soluble, mélangé à de la maltodextrine, ça a presque pas de goût. Et en termes de résultats, on peut voir vraiment. Moi, je trouve qu'on peut vraiment voir la différence. Donc, c'est quand même quelque chose de bien. Et après, c'est toute une question d'individu. Si vous préférez manger de la nourriture solide, prenez de la nourriture solide. Si vous avez un petit appétit, par exemple, vous tournez plutôt vers les poudres. Vous faites un petit gainer, vous achetez un gainer même, que vous prenez par exemple pour votre collation du matin ou de l'après-midi, ou selon comment est agencé votre programme alimentaire. Donc oui, maltodextrine, PeptoPro, et puis éventuellement la whey ou la caséine. On peut prendre les BCAA aussi pendant l'entraînement, c'est pas mal. Si on prend du PeptoPro, c'est un intérêt les BCA ou on prend un seul des deux? Non, c'est un intérêt, hein, c'est deux choses distinctes. Après, soit on peut prendre les BCA pendant l'entraînement, soit après. Plus ou moins. Non, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs stratégies. Oui, il y a plusieurs stratégies. Et il n'y a pas vraiment une qui est meilleure qu'une autre en gros, quoi. Ça c'est sûr, il n'y a pas une stratégie qui est meilleure que l'autre. Parce que souvent les internautes sont perdus parce qu'ils disent sur un site de faire ci, sur un autre site de faire ça. Non, ce qui est important, c'est de bien comprendre pourquoi on le fait. Hein, c'est ce que j'essaie d'expliquer là au niveau de comment ça marche, la fenêtre anabolique, etc. Une fois qu'on a compris que c'était des conneries et que derrière il y avait un autre besoin plus réel, vous pouvez choisir un peu en fonction aussi de ce que vous préférez, ce que vous voulez, quoi. Il n'y a pas ça vous fera pas de différence phénoménale en termes de résultats. L'important déjà c'est de prendre quelque chose. Donc toujours concernant Après sinon il y a quand même la créatine, les oméga 3, quand même des bons suppléments pour le muscle. Hein. J'ai oublié d'en parler là. Tout à l'heure tu parlais des gainers maison justement aussi. Il y a des gainers et il y a un mec qui demande si j'ai des recettes de gainers maison. Oui, alors c'est un peu. Es-tu le pro des recettes? Parce que j'avais vu que tu avais fait une vidéo, je crois que c'est sur le site toi qui avais fait une crêpe au micro-ondes, je sais plus quoi. C'est pas une crêpe, non, c'était les crêpes, ça doit être Patrice.
Moi, j'avais fait les flocons de millet, au micro-ondes. Ça te rappelle? Ouais, si, bah ça me rappelle, mais je suis pas trop fan de cette rubrique recette. Bah, c'est un peu spécial, hein. Non, moi, je suis pas un grand cuisinier, hein. Je préfère laisser ça aux femmes. Des fois, elles le font assez bien. Ah, salaud, putain. Non, mais c'est vrai, il y en a qui cuisinent très bien. Bon, moi, je suis pas forcément Joël Robuchon, quoi. Et j'aime bien la nourriture simple. Alors les gainers, bon, moi j'en fais pas spécialement, mais comme je suis simple, moi ce que je vous conseille c'est d'être simple aussi, parce qu'en plus vous savez ce que vous mangez. Donc par exemple, si vous avez un gainer à faire, je sais pas, pour le goûter, vous prenez 50% de whey, 50% de caséine, vous mélangez tout ça, et vous rajoutez à ça, par exemple, des flocons d'avoine ou des flocons d'orge en poudre, comme on peut trouver sur un site, nutrimuscle.com. Tout le monde connaît, je pense. Ça c'est pas mal du tout, ça vous fait quelque chose avec des glucides à index glycémique lent, ça se digère bien, c'est pas mal. On peut prendre de la malto aussi si on veut à la place. Mais la malto c'est pas un peu. La malto c'est un index glycémique élevé. Ouais, donc c'est pas. Parce que souvent on trouve des gainers avec ça là-dedans, c'est un peu de la connerie quoi. Ouais, c'est pas top, mais par exemple. C'est la solution du pauvre. C'est la solution. C'est la solution du pauvre, oui c'est vrai. Mais par exemple, chez quelqu'un qui est plutôt de type N1, on peut lui donner ça. Il va pas spécialement faire du gras, ça va quoi. Mais d'un niveau santé, ça peut pas être bon si. Niveau santé, bon, si tu lui mets pas 200 grammes de malto, ça va quoi. Par exemple, avec 100 grammes de malto, s'il le boit pas cuit sec, il y a les protéines avec, et s'il fait du sport, qu'il est pas en prise de masse, il est en prise de muscle modérée, par exemple, s'il est pas trop gras, bon, il y a pas de danger particulier quand même. Hein. Donc ça peut se faire. Donc là, je vais te poser une dernière question, on va regarder les autres pour la suite parce que là on commence à être long en temps. Déjà Donc, bah ouais, on est déjà à presque 45 minutes. Ah là là. Donc je vais récapituler les questions qui restent pour la prochaine fois. Ouais. Donc nous allons parler comment ressentir la fatigue énergétique et nerveuse. Oui, alors les stratégies donc pour avoir la niaque après un somme. Comment mieux récupérer nerveusement. Comment avoir besoin de moins dormir la nuit. Bon, ça c'est des choses dont j'ai dit que j'allais en parler effectivement. C'est des questions intéressantes. Donc nous avons aussi les suppléments anti-âge. Il y a quelqu'un qui te demande la glycine propionyl L-carnitine. Ouais. Attention, je l'ai dit d'une traite. Hein. Tu l'as remarqué. Bravo. Donc on aura aussi des questions sur les céréales, les meilleures, les plus intéressantes. Est-ce qu'il y a des céréales peu connues qui ont beaucoup de bienfaits? Et après on a des questions très santé de Audiomaniac. J'ai retenu son nom parce qu'il a des questions vachement santé. Donc ton avis sur les vaccins. Ouais. Donc on va parler cancer aussi, est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Si oui, pourquoi? On parlera aussi allergie. Donc à quoi sont dues les allergies? Est-ce qu'on a les moyens de lutter contre? Et comment la médecine va évoluer en France? D'accord. Donc suivant le nombre de vues de ce podcast, le nombre d'écoutes, on va le refaire plus ou moins rapidement pour la suite. Ok. Donc la dernière question, une que tu affectionnes particulièrement. Vas-y. Quels sont les compléments du futur? Les compléments du futur. Eh ben, en ce moment, c'est vrai que en termes de compléments, disons de nouveautés strictes, il n'y a pas grand-chose à ma connaissance au niveau qui est prévu de sortir. Ils aiment bien faire du recyclage de toute façon les marques, donc ça va pas y avoir de grandes nouveautés dans les mois, voire peut-être même les années à venir. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je travaille avec quelqu'un en ce moment, donc pour des compléments alimentaires justement, et donc peut-être que dans un futur proche, il y aura des choses intéressantes en termes de compléments alimentaires. C'est plutôt basé. Ah, tu lances ta marque de suppléments? Non, pas du tout. Non. Ah non? C'est quelqu'un d'autre qui lance sa marque et qui t'a pris en tant que conseiller de la marque? Va savoir. Ah, tu veux pas nous dire? Bon, j'ai des petites idées, mais je dirais rien, mais... On verra selon le nombre de personnes qui ont écouté le podcast. Mais non, mais en tout cas, de ce que je sais, pour l'instant, ça a l'air vraiment intéressant. Et donc, je pense que ça intéressera beaucoup de monde, voilà. Bah, c'est une bonne nouvelle, je trouve. J'étais pas au courant non plus. Oui, c'est une bonne nouvelle. Donc, un petit peu que la France se bouge, quoi. Bah, qu'on ait des vrais suppléments dosés comme on veut, quoi. Voilà. Pas des trucs à la con où on nous fout, par exemple, de la maltodextrine dans le gainer, quoi.
Donc on te fout de la caséinate de calcium à fond et qu'on te dit que c'est de la whey, quoi. Par exemple, sur le pot. Ah, tu as vu ça déjà? Bah, il y avait une marque comme ça, c'était... Bon, je vais pas faire de diffamation, je vais pas la dire, mais... Je m'en souviens très bien, ça se disait... Bon, bah, donne le nom, là, maintenant. Ah, c'était un truc de Dynamite. C'était First American Nutrition, je crois. Ça s'appelait... Ah, j'ai plus le nom exact du produit, mais en gros, ça disait, ouais, c'était de la whey, de l'isolat de whey, super filtré, blablabla. Puis la compo, premier ingrédient, caséinate de calcium. Voilà, putain, là. Ah, tu chantes. Tu devais être content. Ah bah, j'en ai acheté qu'une fois. Mais j'étais jeune encore, c'est parce que je savais pas ce qu'il y avait dedans. Et sinon, c'est vrai que... il y en avait des merdes. Donc là, si tu sors une marque, nous serons tes clients. Ah, mais j'ai pas dit que ça serait des protéines, hein. Ouais, non, mais on sait pas. Si c'est... Ça, nous en reparlerons quand le projet aura avancé, je pense. Ouais. Si c'est du Viagra légal, ça va intéresser tout le monde. Enfin, légal. Sans Ah, pression. parle pour toi. Bon, bah merci Julien pour ce podcast. Espérons que nos internautes apprécient et qu'on puisse faire le deuxième très rapidement. Ouais, avec plaisir. Salut à tous et bonne écoute sur Superphysique. Au revoir. Salut.